j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Eliaou Drey du cabinet fiscal et comptable Drey & Drey, qui est basé à Jérusalem et à Tel Aviv, n'est-ce pas? Voilà. Et bonjour, comment allez-vous, Eliaou? Ça va parfaitement. Ça va parfaitement. On va parler d'éducation financière. Et la première question qui me vient en tête, en fait, et que beaucoup de gens se posent, la plupart des gens font partie de ce qu'on appelle la classe moyenne, donc la classe qui travaille, qui a accès au capital, qui investit un petit peu, qui part en vacances, qui achète des produits sur Amazon, qui va de temps en temps au restaurant, qui a une voiture, 2 voitures parfois, des écrans de télé, des ordinateurs, les gens qui bossent en fait. Pourquoi, dans un monde aussi évolué, pourquoi les classes moyennes restent-elles pauvres malgré des revenus décents? Une des raisons, c'est à mon avis le fait que les gens ne sont pas forcément éduqués financièrement, qui pensent pas en fait à investir d'abord, comme le dicton le dit, payez-vous d'abord. Vous pouvez expliquer ça? Voilà, par exemple, quelqu'un qui gagnerait, prenons un exemple, 3 000 euros par mois, il ne doit pas se dire je gagne 3 000 euros par mois. Il doit d'abord se dire je gagne 2 700 euros par mois. Donc 10%. Exactement, on prend 10% et on le place. En gros, je vis avec 2 700 euros. Parce que 300 euros aujourd'hui, dans 10, 15, 20 ans, on en parlera après, à mon avis, dans le suite du podcast, mais ça fera beaucoup d'argent. Donc, quand quelqu'un il doit, on va dire, planifier sa stratégie, on va dire, patrimoniale sur le long terme, on ne parle pas forcément de quelqu'un qui aurait des milliards à placer. Hein. Même n'importe qui, monsieur tout le monde, doit penser à sa stratégie patrimoniale sur le long terme. Il a des enfants, il doit un jour les marier. Parce que 300 euros par mois. Donc, vous dites, voilà, vous gagnez 3 000 euros par mois ou 1 500 euros par mois. Prenez 10%, mettez-les de côté. Pas sous forme de... Ça ne sert à rien de les planquer sous son matelas. Ça n'existe plus. Bon, parce qu'il y a une dévaluation. Exactement, l'inflation. Forcément. Et l'inflation, elle fait mal. Elle fait de plus en plus mal même. Mais vous dites, placez-les de façon à ce que... Parce que si on a pris l'exemple de 3 000 euros par mois, ça fait quand même 3... Donc 10%, ça fait 300 euros par mois. Sur 12 mois, ça fait 3 600 euros l'année, qui ont été mis de côté et qui ont déjà fait des fruits déjà à la fin de la première année. Exactement. C'est-à-dire, on est bien d'accord. Exactement. Hein? Donc après, on peut le placer sous forme d'épargne ou sous forme d'investissement. Ça dépendra. Là, vous privilégiez quoi? Parce que moi, j'ai mon approche, vous privilégiez quoi? Parce que les gens en France, ils vont voir leur banque parce qu'en fait, comme ils n'ont pas reçu d'éducation financière, qui n'a pas été transmise ni à l'école, bien entendu, en France, pas du tout, ni en général par les parents, parce que c'est spécifique l'éducation, et c'est le sujet de cette chaîne aussi. En fait, ils se disent, je ne sais pas gérer l'argent. Et donc, ils font confiance à la banque, qui leur propose un taux, qui prend des frais, et qui elle-même, en fait, pour la petite histoire, va réutiliser cet argent pour le placer sur des marchés plus risqués et surtout beaucoup plus rémunérateurs. Exactement. Hein, on est d'accord. Hein? Bien sûr. Donc, en fait, la banque fait de l'argent sur l'argent qu'on lui confie. Sur votre argent, exactement. C'est aussi simple que ça. Donc, de l'argent qu'elle n'a pas. C'est un beau business, hein, d'ailleurs. C'est parfait. Voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est la banque qui gagne. Voilà. Toujours. Hein. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, faut cibler, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin à court, moyen et long terme. D'accord? Donc, j'appellerai, on va dire, la petite épargne que chacun a besoin. Déjà, vous habituez à vivre avec... Déjà, on vit avec un peu moins que ce qu'on gagne. Voilà. Comme on dit, tout le monde a quelques centaines d'euros quand même en plus à placer par mois. Ou si du moins il ne les a pas, qu'il se force à les gagner pour les avoir, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une tuile. D'accord? On a eu le Covid. On a eu le Covid il y a quelques années. Il y a des gens qui n'avaient plus de quoi manger au bout de 3-4 mois déjà après le début de la crise. Donc il y a besoin d'avoir une petite épargne. J'appellerais ça une petite épargne. Un matelas. Un petit matelas, exactement. Un petit matelas. Alors oui, on peut mettre dans un petit PEL vite fait, qui rapportera un petit quelque chose. Ce sera au moins une lutte déjà anti-inflation, au moins pour ça. Et après, il faut avoir une sorte de petite stratégie investissement à court, moyen et long terme. Alors quand je dis court, moyen terme, ça sera déjà de penser, si on veut marier ses enfants, aider ses enfants, c'est du court, moyen terme. Long terme, c'est un jour, on ne pourra plus travailler. La retraite. C'est de la retraite. Ça c'est un autre souci. Voilà, exactement. Mais il y a des gens qui font des investissements long terme, des fois dans de la pierre, qu'après, c'est loué pendant X années, mais à un certain moment, ces loyers-là ne serviront pas à payer la banque pour le crédit, mais c'est bon, le crédit est entièrement payé, c'est du loyer qui rentrera net dans la poche, et ça sera comme une sorte de retraite. Donc, il y a de l'investissement à faire sur ça. Et
La question, c'est est-ce qu'on peut parler de sécurité financière? Alors, moi, il y a deux questions, en fait. La première chose, c'est qu'en fait, les banques rémunèrent peu, en fait, surtout si on met 300 euros par mois ou 150 euros Ouais, par mois, elles ne rémunèrent bien pas. sûr, Et en tout cas, ça n'arrive pas à contrer l'inflation. bien sûr. Quand il y a une inflation, mettons, on va prendre des Euh, exemples, à 3, hein, votre compte PEL, il est en dessous, quoi, bien sûr. forcément. Donc ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça sert à pas le cramer, on va dire. Voilà. Il y a une deuxième possibilité. Il y a des gens qui qui vont acheter de l'or, par exemple. Alors, je trouve que c'est un peu tard aujourd'hui pour rentrer sur l'or. Il y a 10 ans, c'était très très bien. 15 ans, c'était parfait. Il y a des gens qui vont acheter des cryptos sans savoir vraiment ce qu'ils achètent aussi. C'est aussi un risque. Et en fait, il y a beaucoup de conseils financiers qui sont donnés gratuitement. Je dis bien donnés gratuitement parce qu'en fait, dans la réalité, rien n'est gratuit sur Internet. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais est-ce que vous trouvez ça dangereux ou là, on part du postulat que la plupart des gens ne connaissent pas l'économie, ne comprennent pas les fonctionnements, la mécanique de l'argent. Non, bon, déjà, il ne faut pas forcément regarder comment s'enrichir en 10 minutes sur Internet. Il y a des Time is milliers. money, hein, c'est Voilà, ça. exactement. Le temps, c'est de l'argent. Il faut comprendre ça. Voilà. Bon, ces attrape-nigo, excusez-moi l'expression, mais qui disent bon, allez, enrichis-toi, ne fais rien et tu gagneras des milliards. Bon, peut-être il y en a, oui, 1 sur 1 milliard qui a réussi. Hein. Maintenant, d'un autre côté, si on va regarder, j'aurais pas beaucoup de C'est vidéos. pas ça, c'est que mais- les outils aujourd'hui sont de plus en plus puissants. Aujourd'hui, j'ai vu, je l'ai pas essayé, hein, mais j'ai vu une publicité, ça m'a fait rire. Mais je me suis dit, il va falloir que j'essaye. Parce qu'en fait, c'est assez fort, c'est assez bluffant. J'ai vu une publicité où vous prenez un écran d'une charte, donc d'un graphique. Ok. Vous avez installé une application qui est elle-même reliée à une IA. Et en fait, vous misez, je dis bien vous misez, parce que c'est plus de gambling du jeu qu'autre chose. Mhm. Et il fait travailler les 100 $ que vous allez mettre à perte. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment de la trappe-nigo. En général, d'ailleurs, les stratégies qu'il y a sur ces types de produits, d'applications, c'est de faire gagner les gens au départ pour qu'ils puissent miser plus. Et puis après, on les rince. Hein. Exactement. Bon, Hein, on connaît le système. Maintenant, pour revenir à la question, il y a oui des gens qui s'instruisent. Ils s'instruisent tout simplement via des podcasts, via voient Les livres. des vidéos, des livres, etc. surtout. Ouais. Donc oui, enfin, aujourd'hui, c'est le La système. littérature, Voilà, elle aujourd'hui, on va pas existe. faire. Bon, forcément, il y a des gens qui vont, dont les experts comptables vont dans des universités pour apprendre les métiers de financier. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal des gens qui peuvent être assez bien formés, qui vont quand même donner leur savoir sur la toile. Ouais. D'accord. Donc oui. Et c'est à chacun de faire ses choix. Après, Exactement, à chacun de et à faire ses comprendre choix, surtout de comment fonctionne comprendre ce qu'il faut l'économie. faire. Mais bien entendu, il faut quand même, à certains moments, bon, si on veut jouer, on peut jouer, d'accord, 20 balles, on peut jouer. Mais si jamais on veut avoir quand même, une fois en fait qu'on a compris que, moi je pense en fait que tout simplement, ce qu'il y a disponible aujourd'hui sur Internet dans les podcasts, c'est simplement pour nous faire comprendre que oui, j'ai besoin en fait d'investir. Et une fois en fait que j'ai compris qu'il faut que j'investisse en fait en ayant regardé une centaine de vidéos, de dire tiens, il faut que tu fasses attention à ton argent. Bah, là, en fait, je prends conscience de dire, ok, bon, bah, je vais faire appel à un professionnel, et lui, derrière, il va me dire quoi faire avec mon argent. C'est comme ça que j'interprète aujourd'hui, et ce que je pense que les gens devraient comprendre, en fait, c'est quoi toutes les vidéos, les podcasts qu'ils vont écouter, de dire, écoute, prends conscience de ce que de ton argent, de ce que tu gagnes dans ta vie, et place-le. Mais maintenant, Alors justement, on va pas jouer à la roulette non plus. Ouais. D'après vous, à partir de quel moment dans la vie faut-il commencer à penser à son patrimoine? À partir de sa première fiche de paye. On est d'accord. Tout simplement, parce que le temps, c'est de l'argent, et pour l'anecdote, En fait, le quand on temps, place de l'argent, 100 euros aujourd'hui, si je l'ai placé à même 3%, je reviens quand j'aurai 70 ans et que je serai à la retraite. Il n'y a aucune commune mesure. Cet argent-là, pas de tête, mais ça fera énormément d'argent. Ça fera énormément d'argent. Pour la simple et bonne raison que, par exemple, si quelqu'un fait une retraite de système capitalisé, il a commencé donc son premier travail à 20 ans, il cotise jusqu'à ses 40 ans, il pourrait, en fait, rien qu'avec les intérêts cumulés, s'arrêter de cotiser à 40 ans. Et en fait, tout ce qu'il a cotisé continueront donc à travailler entre 40 et 65 ans, disons. Il fera une fortune énorme. Ça s'appelle la magie des intérêts cumulés. Exactement. Voilà. Donc pour la question, c'est valable, bien sûr. Depuis le premier, dès qu'en quelque sorte, on a réussi à faire ses besoins normaux, on va dire vitaux, manger... Ça s'appelle la pyramide de Maslow. Voilà, exactement. Dès qu'en fait on dépasse ce niveau-là, de dire c'est bon, j'ai mangé,
je me suis logé, de dire, OK, le surplus, alors bon, bien entendu, il faut quand même alors, on vit dans sortir un peu au restaurant, etc. Il ne faut pas non plus bloquer que tout l'argent. C'est compliqué parce qu'on vit quand même dans un système socialo-capitaliste, on va dire. Et donc, il y a deux approches. Mais l'approche capitalistique, elle est très consumériste. Et en fait, elle met dans la tête des gens le fait qu'il n'y en a jamais assez et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à acheter. C'est certain. Je ne rentre pas dans ce débat-là de savoir est-ce qu'on rentre dedans ou pas. Mais voilà, au lieu de se racheter un iPhone chaque année et qu'on dit, écoute, c'est dommage, les 1000 € que tu aurais mis dans ton iPhone, finalement, si tu changes tous les 2 ans et pas chaque année, tu l'aurais placé. D'accord, un iPhone, ça ne change pas. Quand on change du 15 au 16, il n'y a pas énormément d'évolution non plus. On peut passer du 15 au 17, c'est pas grave, quand la nouvelle version sera sortie. Et c'est tout. Donc cet argent-là, faut voir en fait, penser à placer son argent. Alors, je reviens sur les conseils financiers gratuits qu'on trouve sur Internet. Moi, mon approche, c'est toujours de dire que le temps, c'est de l'argent. Et donc, le temps travaille pour vous. Le temps travaille pour vous. C'est-à-dire qu'il y a deux types de façons. Il y a l'argent qu'on gagne en travaillant et il y a l'argent qui va être utilisé par le temps pour générer des revenus complémentaires. Et le vrai argent, c'est là qu'il se fait. Je vais vous donner un exemple que moi j'ai vécu, c'est créer une société, monter une société. Donc j'avais un salaire, mais j'ai vu que le vrai argent, en fait il faut le vivre pour le comprendre réellement. Le vrai argent se fait au moment de la revente de la société. C'est là que ça se passe. Le reste du temps, finalement, c'est de l'argent qui rentre et qui sort. C'est à payer les factures. Ça dépend après quel métier on fait, mais il y a des métiers que un médecin il ne revendra pas sa boîte à 35 ans, il ne fera pas un exit. Voilà. Ça dépend du métier. Ça dépend du métier. Mais donc, faites travailler en fait le temps pour vous. C'est ça qui est important. Sinon, vous travaillez, soit on met sous la domination du temps, soit on l'exploite le temps. Et c'est pour ça qu'en fait, je crois que 50% des plus grosses fortunes dans le monde sont liées à l'immobilier. Exactement. C'est parce que l'effet de levier, tout simplement. L'effet de levier, voilà. L'effet de levier, c'est le locataire qui paye le crédit Exactement. etc. Et ça a rien coûté en fait l'apport qu'on a dû mettre pour acheter. Et après, c'est tout. Dans 15-20 ans, on se retrouve propriétaire d'un appartement entièrement payé et c'est pas nous qui l'avons payé. Exactement. Voilà. Et à partir de quel moment, à partir de quel moment dans sa vie, faut-il commencer à penser au patrimoine? Vous l'avez dit, il faut commencer dès la première feuille de paye. Je pense que c'est important. Est-ce que d'après vous, on parlait de la pierre, faut-il absolument être propriétaire pour être libre financièrement? Il y a deux approches, je le sais. Je vous laisse, en tant qu'expert comptable, fiscaliste, je vous laisse développer. Donc, on vient de parler de la pierre. On vient de dire que 50% des plus grosses fortunes mondiales, en fait, étaient des investisseurs immobiliers ou des constructeurs. D'après vous, est-ce qu'il faut absolument être propriétaire pour être libre financièrement? Je pense que dans sa tête, quand quelqu'un il a déjà un toit où dormir et qu'il sait que c'est à lui, il est déjà plus serein. Enfin, c'est à lui qu'à partir du moment où il a payé son crédit. D'accord, mais il a quand même mis un petit apport au début, donc on va dire qu'au moins il vit chez lui, il n'est pas menacé par un propriétaire de le foutre dehors à la fin du mois ou quelque chose comme ça. Donc déjà d'un point de vue serein, alors bon, après on peut rentrer dans le débat de savoir est-ce qu'il vaut mieux acheter sa première résidence principale ou déjà de faire de l'investissement locatif. Ça va dépendre en fait, tout simplement de l'apport qu'on a et dans quel bien on voudrait vivre. Attendez. Eliaou, là c'est quand même très psychologique ce que vous dites. Moi je sais que les femmes par exemple, elles préfèrent être propriétaires, mais d'un point de vue purement financier. Alors je réponds comme un homme, parce qu'une femme, oui, vous avez entièrement raison, une femme voudrait être protégée d'un point de vue social, d'accord, que malheureusement, mais les divorces existent, donc elle sait que si jamais demain elle divorce, elle aura au moins la moitié de quelque chose. Okay, je n'avais pas vu venir celle-là. Si on parle sur ça. Maintenant, un homme... c'est un point super important. Lui va vouloir en gros se dire, écoute, où est-ce que je veux vivre? J'aimerais vivre au bord de mer, etc. Je n'ai pas les moyens de me l'acheter, donc je vais commencer par acheter... Comment il s'appelle ce livre? Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Exactement, je crois que là-bas ils en parlent, je ne suis pas sûr. Mais... donc un homme va vouloir en gros se projeter de savoir où est-ce qu'il voudrait vivre. Malheureusement, son portefeuille ne le permet pas forcément. Donc en fait, des fois, il dit ok, peut-être à l'âge de 50 ans, je vivrai au bord de mer dans un super pavillon, etc. Donc en fait, il va falloir qu'il meuble un petit peu son
son patrimoine. Donc, il va commencer par faire un petit investissement locatif, par exemple. Il va acheter quelque chose, il ne vivra pas dedans. Ça sera un local qui ne vivra pas lui dedans forcément. Donc, il va l'acheter, il va le louer, etc., etc. Il va se faire un petit patrimoine comme ça, mais il va placer son argent. Vous parlez quand même de deux choses paradoxales. D'un côté, oui, la femme, oui, c'est exact, les divorces, oui, ouais, c'est une réalité, malheureusement, et malheureusement du fait qu'il y ait des divorces, hein, j'ai envie de dire. Et la deuxième chose, c'est vous parlez au niveau d'un raisonnement purement financier, où vous dites que finalement, acheter un appartement, ça ne veut pas forcément y vivre, en fait. Il est plus intéressant parfois de le louer, en fait, d'en récolter les fruits. Parce qu'un appartement dans lequel vous achetez un appartement, vous empruntez, vous achetez un appartement dans lequel vous vivez, cet appartement, finalement, ne vous rapporte pas de fruits. Exact. Enfin, on n'en perd pas non plus si on vit dedans, parce qu'on n'a pas de loyer à payer. Pas de loyer à payer, mais c'est pas un manque à gagner. On est quand même très... Je parle tout simplement quand quelqu'un il veut faire un premier investissement, donc on parle de la pierre, c'est quelque chose, il veut quelque chose de sûr, d'accord, il veut voir quelque chose. Quand on investit dans la pierre en général, c'est quelque chose qui est en rentabilité. Bon, il y a des produits qui sont beaucoup plus rentables, donc il veut d'abord. C'est quoi la rentabilité? Enfin, ça dépend des villes, bien sûr. Mais par exemple, à Jérusalem. En général, on a 2,5%, on est content de rentabilité. C'est pas exceptionnel, hein? C'est pas du tout exceptionnel. C'est pas du tout exceptionnel. En fait, en Israël, on a. Tel Aviv? Pareil, voire même moins. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de court terme. Non, pas forcément le court terme. Si on parle des 4 dernières années qu'on a eues, il y a eu 2 ans de Covid, une année normale, une année de guerre. Le suppositoire 19, c'était une anomalie. Airbnb, pour moi, ça a pris un sacré coup. Même le Airbnb, il faut que ça soit très bien loué. Très bien loué, il faut que le taux de remplissage extrêmement puissant pour que ça soit beaucoup plus rentable que sur du long terme. Moi, je suis tenté à le dire assez souvent, les seuls qui gagnent dedans, c'est le gestionnaire. Oui, mais il gagne toujours, l'intermédiaire. L'intermédiaire gagnera toujours. Mais bon, après, on a toujours un lot qui est un produit qui est entretenu, etc. Donc, il y a quand même pas mal d'intérêt à faire du Airbnb. Hein. Je ne suis pas du tout contre pour ça. Ou même, il faut aussi, là, on a parlé beaucoup de pierre, mais il faut aussi diversifier un petit peu ses investissements. Je pense que alors ça dépend des montants qu'on a, mais je pense qu'une des règles, effectivement, c'est de diversifier. En fait, en français, on dit de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Exactement. Hein, c'est ça. Donc, il y a des nouveaux actifs qui apparaissent. Depuis 15 ans, il y a le Bitcoin, il y a l'or, mais il a vraiment décollé, parce que l'or, il a eu une période aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'or, parce qu'on est dans une période géopolitique extrêmement incertaine, donc il apparaît comme une valeur refuge. Et il y a la bourse que tout le monde en fait investit en bourse. Hein. Tout le monde qui a une retraite investit de facto en bourse aussi. Oui. Donc quand quelqu'un dit j'investis pas en bourse, si il investit, forcément dans chaque fonds de retraite qu'on a, c'est pas nous qui investissons, hein, c'est le fonds de retraite qui investit pour nous, et lui-même a des analystes qui ont fait beaucoup d'années d'études pour justement savoir où placer votre argent. C'est pas le cas en France, hein, ça. Non, en France, c'est une retraite par répartition. Exactement. En Israël, c'est par capitalisation. Donc, quelqu'un qui n'aurait rien du tout cotisé, par exemple, en Israël, il aura 0 à sa retraite. Bon, il y aura un petit quelque chose versé par la sécurité sociale israélienne, le Bitur Halaomi, mais il n'y aura pas grand-chose. Donc, oui, faut faire attention pour sa retraite, bien sûr. Donc, vous aviez répondu à la question à partir de quel moment faut-il capitaliser, investir donc. À partir de quel niveau de patrimoine ou de revenus est-il pertinent de consulter, par exemple, un conseiller en gestion de patrimoine? Et puis, pourquoi? Ok. À partir de quel moment? Bon, on connaît les gestionnaires de patrimoine. Hein, ils ne commencent pas si on n'a que 10 000 euros à placer. Maintenant, oui. À partir qu'on a, disons... Quel est le montant? Moi, le montant, c'est 100 000. À partir de 100 000 euros, 100 000 euros, on peut déjà, on va dire... soit très bien les négocier avec son banquier, mais bon, en général, il aura les banques sont moins bonnes que les gestionnaires de patrimoine. Hein. La problématique, c'est qu'ils vont vous placer leurs produits à eux. Donc, ce sera eux qui seront plus gagnants que vous. Exactement. Donc, bon... la banque gagne toujours. La banque gagne toujours, donc je suis beaucoup plus tenté de dire, va voir un gestionnaire en patrimoine, et il saura, en gros, il va établir, en fait, un profil. Ouais. Il va dire, écoute, tu as X années, tes enfants ont X années, etc. Il va établir un profil. Donc, il va, pour certains, dire, écoute, toi, tu peux... miser sur beaucoup plus de risques, d'accord, d'investissements beaucoup plus risqués. Une autre personne va dire pas du tout, toi, on va aller dans un programme qui est beaucoup plus safe, en quelque sorte. Donc oui, il faudrait aller... Et surtout, ils sont capables d'amener un rendement garanti, en fait, on va dire. C'est des gens qui ont fait des études.
C'est des gens qui Oui, ont, puis c'est des gens qui ont fait de s'engagent l'expérience. aussi, oui. Donc, c'est des gens qui, voilà, ils ont un certain savoir-faire, en quelque sorte. OK. Allez, dans vos clients, vous avez des PME, des TPE et vous avez aussi des gens qui ont des grosses fortunes. On Oui, est d'accord? Exactement. Qu'est-ce que les riches font que la majorité des gens ne font pas? Ils se font conseiller, tout simplement. Il y a beaucoup de gens, enfin, la plupart des gens riches, bon, il y en a d'autres non, mais ils n'ont pas peur en fait d'aller payer des consultations, d'aller se faire conseiller. Parce que, Ce que vous dites, c'est que comme par exemple, je pense à toutes les grandes boîtes, en fait, elles ont les meilleurs fiscalistes du monde. C'est pour ça qu'elles réduisent leurs impôts. C'est pour ça qu'on dit que l'argent va à l'argent. C'est parce que simplement, on embauche les meilleurs ou on paye les meilleurs et on n'a pas peur d'avoir une grosse facture, des prestations d'honoraires élevées, parce qu'on sait qu'on va gagner. Il y a des optimisations fiscales, légales à mettre en place. Celui qui ne le fait pas parce qu'il ne veut pas consulter, c'est dommage. Enfin, c'est dommage pour lui. On a des exemples au sein du cabinet, des gens qui ont perdu des millions, parce qu'ils ont soit ils sont consulté quelqu'un qui ne savait pas faire forcément le bon montage, ou ils l'ont fait, comme on dit, par leur savoir, mais qui n'était pas le savoir d'un expert, d'un fiscaliste. Voilà. On a presque terminé. Est-ce que vous avez un exemple très concret à nous donner sur un de vos clients, on va dire, qui travaille, qui fait partie de la classe moyenne? On ne va pas parler des riches ou des ultra-riches. Ce sont les ultra-riches, on ne les voit pas, c'est dans un autre monde. Mais quelqu'un de la classe moyenne qui bosse, qui travaille, qui a sa petite entreprise, en fait, et qui génère pas qui capitalise pas. Ça me rappelle un film que j'ai vu, un très bon film qui s'appelle Le Fondateur. En français, c'est Le Fondateur. C'est l'histoire de McDonald's. Et à un moment, il rencontre un avocat d'affaires. Donc, c'est pas le fondateur, c'est celui qui va finalement racheter l'entreprise McDonald's. Excellent film. Et il rencontre, on va dire par hasard, un avocat d'affaires dans le film. Et le type a déjà plusieurs Ray Kroc, donc il a déjà plusieurs McDonald's aux États-Unis, première puissance mondiale. Et on est après les années 60, donc c'est pas les États-Unis, voilà, c'est autre chose. Et le type Ray Kroc, donc a un vrai problème financier pour développer sa boîte. Et en fait, il est coincé, il n'y arrive pas à payer les factures. Et il rencontre cet avocat d'affaires qui le dit, mais si vous n'êtes pas à la tête d'une petite fortune aujourd'hui, c'est que vous avez un vrai problème. Alors que le type, c'est un bosseur, quoi. Il a fondé McDonald's. Qu'est-ce que vous avez comme exemple concret parmi vos clients, sans donner de nom, hein, évidemment? Quelqu'un qui a sa entreprise, qui travaille, qui fait des efforts, qui est présent, qui répond à ses clients, qui vend ses produits et qui, finalement, n'a à zéro capital. Parce que tout simplement, même au tout début de son entreprise, il n'a jamais réfléchi en fait à savoir c'était quoi sa stratégie patrimoniale qu'il devait mettre en place. Donc c'est quelqu'un qui va avoir la tête dans le guidon, il va savoir bien travailler, il va avoir un bon business, il va travailler, le seul problème c'est qu'il va se réveiller à l'âge de 40 ans et qu'il va dire « Ouh là là, j'ai des enfants à marier dans quelques années, ma retraite dans X années » et en fait il se réveille un beau matin, il dit « Mais en fait, je n'ai pas cotisé un centime pour ma retraite, j'ai pas de placement, j'ai rien fait du tout. » Et il vient nous consulter en nous disant, on lui répond, écoute, tu as 20 ans de retard déjà. Bon, mieux vaut tard que jamais, mais ça, c'est... Et alors, comment on fait pour rattraper 20 ans? Sachant que le temps, c'est de l'argent. Comment on fait? Déjà, rattraper, c'est très compliqué. Mais tout du moins, on peut éviter de perdre les 20 prochaines années aussi. Ouais. Donc, on vient, on consulte, on met tout sur table et on essaie de... Et vous lui définissez une stratégie. On essaie une stratégie, de savoir qu'est-ce qu'il a besoin. Très souvent, c'est même des gens qui n'ont même pas... ils sont encore locataires aujourd'hui. Pourtant, c'est des gens qui gagnent très bien leur vie. Parce que tout simplement, ils ont pas su en fait, se mettre une stratégie de savoir où est-ce qu'ils voudraient être dans X années. C'est des gens qui, à 25 ans, ils vivaient déjà dans un appartement qu'en général, on peut vivre quand on a 50 ans. Donc, en fait, ils ont cramé tout leur argent pendant toutes ces années-là et ils n'ont pas du tout patrimonialisé leur argent. Donc, ils ont rien du tout. Mais à un certain moment, peu importe c'est qui, ça lui fera un tilt. Et il comprendra qu'il est bon, écoute, faut que je me réveille aujourd'hui. Donc mieux vaut se réveiller, mieux vaut se réveiller assez rapidement. Super, merci beaucoup pour cette interview, très bon podcast et il y en aura d'autres. On va continuer Évidemment. Sur cette lancée. Je vous remercie Eliaou. Avec plaisir. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Here we go. Making crap for money. And
数不清，有垃圾点缀的歌我简直都不想听，自卑敏感也会围绕在你周围，渴望财富不断在你心中积累，幻想买些奢侈品来塞进包包，你流的那些口水简直就像黄河滔滔，你想让我搬